Merci d'être dans le studio Feedback. Alors voilà, on a une rentrée sociale assez extraordinaire, comme on a l'habitude de le dire, mais celle-ci est très particulière. C'est suite quand même à une crise sanitaire d'ampleur qui a entraîné une crise économique, pas pour tout le monde. On le voit bien avec le plan de relance de Jean Castex, puisque les plus gros employeurs vont en avoir plein les fouilles. Et on a besoin d'avoir une démarche syndicale innovante qui sorte un petit peu des sentiers battus. Et plusieurs structures de la CGT, Union départementale et fédération, que vous représentez ici, vous représentez un panel de ces structures, ont décidé d'avoir une démarche assez enthousiasmante qui permette de rassembler le plus large possible les travailleurs des secteurs publics comme privés. Et on est là pour en parler à quelques encablures des prochaines manifestations qui vont avoir lieu dans ce pays. Donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez expliquer aux militants de la CGT et plus largement aux travailleurs la démarche qui est la vôtre en termes d'action revendicative et de mobilisation dans cette période de crise assez aiguë. Peut-être on peut commencer par Olivier ou Manu. Allez-y, les camarades, c'est à vous la parole. Effectivement, on fait un constat aujourd'hui qui est assez grave, qui est même très grave. C'est que on attribue à un virus la cause d'une crise économique qui était en gestation depuis des mois, voire des années, qui est terrible. Bien sûr, cette situation, disons, sanitaire aggrave cette crise, mais on peut aussi remarquer que la notamment situation dans notre pays du système de santé a très grandement aggravé les choses, puisque on voit par ailleurs que dans d'autres pays, notamment ceux à économie dirigée, un certain nombre, eh bien l'impact du coronavirus n'est pas du tout le même déjà au niveau sanitaire. En France, cela a obligé le gouvernement ou a contraint, a amené le gouvernement à prendre des mesures de confinement, ce qui a eu un impact économique terrible. Mais à l'origine, c'est bien le système de santé et le système économique en général, dans sa capacité à répondre aux besoins, qui est en défaut par rapport à un événement qui, par ailleurs, est un événement, alors je ne sais pas s'il est naturel ou pas, mais en tout cas un événement qui peut arriver, c'est-à-dire une pandémie. Donc ça, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. La conséquence dans les entreprises et dans les services publics, eh bien, c'est une aggravation des politiques qui ont été menées depuis ces dernières années, et même on peut faire remonter plus loin, une accélération, et notamment avec une explosion du nombre de licenciements ou de réduction de budget pour le service public, ou par exemple de réduction de lits dans les hôpitaux, enfin, etc. Il y a une cascade de conséquences qui est extrêmement importante, et que les salariés les travailleurs vont payer, ils sont en train de payer. On entend même des ministres dire que, y compris le ministre de l'économie, qui dit que ça va être pire dans les mois qui viennent que ce qu'on a déjà connu depuis le mois de mars. Donc c'est à frémir. Face à cela, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien sûr, les travailleurs sont un peu en désarroi. Il y a une attente forte et en même temps des inquiétudes sur la façon dont on peut riposter de manière globale et collective à cette situation. Là où c'est possible, eh bien, il y a déjà eu des expressions dans les entreprises menées bien souvent par la CGT, donc des syndicats d'entreprises ou de services pour les services publics, etc., voire même certaines professions. Mais ceci étant, il y a besoin eh bien, de passer la vitesse supérieure au niveau national interprofessionnel. D'où l'idée qui a été, on va dire, avancée, et puis qui... en tout cas, nous le pensons à notre fédération, et si on est là tous aujourd'hui, c'est que c'est partagé. L'idée d'une démarche qui, comme tu l'as dit, soit un peu innovante et qui consiste en un plan d'action, c'est-à-dire non pas une date qui tombe seule et isolée d'action, parce que par le passé, on a vu que ces dates, ce qu'on appelle chez nous les saute-moutons, les dates saute-moutons, eh ben, ça n'avait pas d'impact sur... les choix qui sont faits par les employeurs et par le gouvernement, donc d'avoir un plan d'action sur la durée et qui nous mène crescendo, c'est-à-dire en montant les marches
de l'escalier de la mobilisation et de la prise de conscience par les travailleurs, eh bien, à une manifestation nationale à Paris qui pourrait se situer et qui va se situer le 17 octobre. Sachant qu'il y a déjà entre aujourd'hui, c'est-à-dire dans quelques jours, et ce 17 octobre, il y a une autre date qui a été posée par le bureau confédéral qui est bien entendu le 17 septembre. Et bien sûr, cette date fait partie de cette proposition de plan d'action et de plan de mobilisation. Et l'idée, c'est quand même l'Union départementale des Bouches-du-Rhône qui est à l'origine de cette idée. Donc la question d'une marche pour l'emploi et de la dignité qui partirait de Marseille. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'unions départementales qui s'inscrivent. Et bien sûr deux fédérations, puisque moi je représente la Fédération des industries chimiques, et qui s'inscrivent dans cette démarche. Et puis, disons, en construction, de donner des points d'appui dans les entreprises, dans les services, sur les départements, dans les lieux où c'est possible, autour des boîtes en lutte, d'organiser des rassemblements, des prises de parole, etc. Et puis d'aller de Marseille à Paris, comme ça, de début septembre à mi-octobre. La même chose va partir de Lille. Et puis il y a des départements des syndicats, CGT, qui vont organiser des choses qui vont être qui vont marquer cette progression de la mobilisation. Et puis dernier point, il faut aussi, en même temps qu'on inscrit dans les faits la nécessité de bouger et de riposter au niveau du monde du travail, il y a aussi la nécessité de réfléchir à la stratégie qu'on mène, parce que la stratégie nationale interprofessionnelle jusqu'à aujourd'hui, en tout cas c'est la position de la FNIC, CGT, est en échec. Pourquoi ? Parce que tout simplement on s'aperçoit que sur les grands sujets, que ce soit la retraite, l'assurance chômage, les services publics, la santé, en tout cas leur maintien, le maintien de la santé dans le rôle public, dans ce domaine, etc., la protection sociale et même la question du SMIC, tout cela, on est en recul et en échec. Et donc il y a tout simplement besoin, quand je dis ça, je ne cherche pas de coupable, je dis simplement qu'il faut être déjà conscient qu'on est en difficulté, et donc il faut réfléchir à changer de stratégie. C'est comme en sport, quand on essaye une stratégie rugby par exemple, si ça fonctionne pas, on change de stratégie pour aller marquer l'essai. Et au final, c'est un peu ça l'idée. Et pour réfléchir à changer de stratégie, il va y avoir besoin de réfléchir ensemble. Et c'est l'idée qu'il y a derrière la manifestation du 17 octobre nationale à Paris. Ça serait d'organiser des assises pour réfléchir tous ensemble à ce que pourrait être une stratégie. Et donc ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir tous ensemble dans la CGT entre le croisement des professions et des territoires. Voilà. Peut-être, pas peut-être, d'ailleurs, des compléments et des visions et des approches qui ont été les vôtres dans cette construction revendicative. Donc ça, Manu vient de le dire, pour la FNIC, ça part d'une initiative des Bouches-du-Rhône et puis avec d'autres idées, avec d'autres professions. Et comment est venue cette démarche et cette volonté ? Alors, on a bien compris, manifestation, échec peut-être aussi de la construction de mobilisation, ou en tous les cas, nécessité de changer de braquet et d'avoir, face aux attaques frontales d'un patronat complètement décomplexé avec un gouvernement qui lui sert la soupe, d'avoir peut-être une autre envergure sur la mobilisation. Et je suppose que c'est ça qui a sous-tendu cette démarche un petit peu à Marseille et puis un petit peu sur les autres structures et départements. Et nous, ce qui nous a mené à réfléchir à cette démarche-là et à la proposer à nos organisations, c'est très clairement le constat qu'on a dressé pré-Covid et post-Covid. C'est les mêmes logiques qui s'appliquent avec aujourd'hui à disposition des patrons, petits ou grands, essentiellement grands, tout un arsenal pour faire peser sur les travailleurs le prix de cette fameuse crise que Manu vient de décrire. Et je partage le fait que de toute façon, c'est le système capitaliste qui de toute façon engendre par période régulière ce genre de crise-là. Mais bien entendu, il faut à chaque fois trouver des solutions pour, au passage, se gaver un peu plus. Je crois que les milliardaires français sont toujours autant milliardaires, mais
avec 14% de plus dans l'escarcelle. Au passage, on est à plusieurs centaines de milliers d'emplois en moins. Un plan de relance, on l'a dit, mais il ne faudra que le répéter, qui n'est pas un plan de relance, c'est un plan de maintien et d'amplification des dividendes pour les grands groupes. Certains crient au fait qu'il n'y a pas de contrepartie, là on n'en est plus à chercher de contrepartie. Il faut arrêter de donner de l'argent aux actionnaires, et il faut augmenter les salaires, il faut passer aux 32 heures, il faut maintenir les emplois et les outils de production existants. Il y a des débats qui partent de tous les côtés, qui servent en permanence à justifier les fermetures d'outils industriels. Nous, on en a malheureusement trop dans le département qui sont menacés en réalité pour des logiques financières, mais on y met des faux débats qui opposent les populations, les travailleurs entre eux, ceux qui en tout cas auraient intérêt à ce que les choses changent pour que les productions soient calculées, soient pensées à partir de la réponse aux besoins du pays, des populations, en tout cas en dehors des logiques du système capitaliste. Ça, une fois qu'on a dit ça, le très concret, c'est le démantèlement de tout un pan d'activités et le massacre de dizaines de milliers d'emplois pour ce qui est du département des Bouches-du-Rhône. Mais quand on discute à la fois avec les camarades des professions et d'autres unions départementales, bien entendu, la seule chose qui change, c'est la nature des activités d'un département à un autre, mais les logiques, c'est les mêmes. Et dans tous les groupes, que ce soit dans le commerce, dans l'industrie chimique, dans la métallurgie, le seul objectif, c'est garantir les dividendes. Et pour ça, il y a la casse de l'emploi et les fameux accords de performance collective. Et là, personne aujourd'hui est en capacité de mesurer l'ampleur de la catastrophe que représentent ces accords. Ça va nous péter la figure. Donc plutôt que d'attendre le cataclysme qui est en cours, en tout cas là, on a décidé, nous, de prendre le taureau par les cornes. Et pourquoi? Il y a deux façons de prendre les choses, voire trois. Mais chacun peut se dire, bon, moi j'ai un problème dans mon secteur, j'y vais, ou j'y vais pas. Ou on peut regarder qu'en réalité, c'est une attaque globale à laquelle on est confronté. Et que pour ça, il faut travailler tous ensemble. Si on attend que la chimie tombe, il n'y aura plus la chimie. Si on attend que les cheminots tombent, il n'y aura plus les cheminots. Si on attend que les services publics tombent, il n'y aura plus. Et à la fin, on aura certainement tous été au combat, mais l'efficacité, elle est loin d'être garantie. Effectivement, l'expérience de ces dernières années avec des périodes où on a eu jusqu'à 500, 600, 700, 800 boîtes en lutte au même moment. Et les difficultés qu'on a tous rencontrées pour faire converger ces luttes-là, parce qu'aussi on ne travaille pas forcément comme il faut la question des cohérences revendicatives, des intérêts communs que les travailleurs ont, qu'ils soient du public, du privé, du commerce, de la logistique, du transport, de la pétro, de la presse. Et on voit bien aujourd'hui que personne ne s'en sortira tout seul. Après, on peut faire le choix du renoncement et dire, bon, on va essayer d'aller négocier ce qu'on peut, mais ça s'appelle négocier la régression sociale. Ça, c'est tout sauf la CGT. Il y a d'autres organisations qui sont sur ce créneau. Il faut les laisser. Il ne s'agit pas de mettre un coin dans l'unité syndicale. Il faut faire avec tous ceux qui, en premier lieu, veulent s'opposer au mauvais coup, et deux, chercher à transformer les choses. Parce que, bon, ça n'a pas été évoqué, mais bien entendu, il y a plusieurs étapes à la marche. Je les donnerai si j'oublie. Bien entendu, l'arrivée le 17 octobre à Paris, on va voir sous quelle forme, mais en tout cas que ce soit le plus visible et en tout cas le plus représentatif de toutes les luttes qui se mènent dans le pays. Parce qu'il se mène beaucoup de luttes dans le pays, quels que soient les secteurs. Là, on a vraiment besoin de fédérer tout ça et oui, d'organiser la riposte générale du monde du travail. Et, je ne veux pas revenir, mais il y a plus de moyens financiers à disposition aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire pour répondre aux besoins des travailleurs, des populations. Et on nous explique qu'il faut faire encore plus de sacrifices. On n'a aucune raison. Donc il y a donc, toutes ces étapes, l'arrivée le 17 octobre à Paris, mais on souhaite organiser aussi des assises de la riposte générale et de la transformation de la société. Il faut aussi qu'on se donne les moyens de gagner un peu en efficacité, mais en efficacité, y compris sur nos revendications du quotidien. Si on veut
qu'à un moment donné, les travailleurs, de manière massive, ils s'emparent des sujets qui construisent du revendicatif clairement transformateur. Il faut aussi qu'on travaille aux perspectives politiques. Pas pour se transformer en parti politique, mais pour prendre notre part dans ce qui devient plus que jamais impératif, la mise en place d'un processus de sortie du capitalisme. Ils épuisent l'homme et la planète. Mais là, on arrive au bout. On arrive au bout. Et on ne peut pas considérer, nous, syndicalistes, CGTistes, que nous sommes ici, qu'il revient à d'autres de construire des solutions politiques et de les mettre en œuvre. Ça, c'est soit utopique, soit irresponsable. Et je pense qu'on a les ressources dans la CGT, on a les ressources dans le monde du travail pour construire des solutions qui nous permettent d'être sur la masse, sur des contenus clairement transformateurs, pas ni utopiques, ni activistes, ni gauchistes, ni je ne sais pas quoi, mais clairement sur quelque chose de massif qui nous permette de sortir des logiques du capital, qui de toute façon ne reproduiront perpétuellement que les mêmes effets. Quand l'objectif c'est de gaver quelques-uns au détriment de l'immense majorité, on peut peindre ça de la couleur qu'on veut, en vert, en jaune, en orange, en rouge, ça produira toujours les mêmes effets. Donc on a besoin de tout tenir. On est dans ce moment-là, il ne s'agit pas d'alourdir le contexte, mais qu'on le veuille ou non, on est tous devant une responsabilité historique. Pas qu'en honneur de ceux qui nous ont précédés. C'est aussi les devoirs qu'on a pour ceux qui vont arriver derrière nous. Quel monde on est en train de leur laisser. Et qu'on le veuille ou non, le constat il est très simple, il y a les moyens financiers, il y a les intelligences qu'il faut dans ce pays pour faire autrement, et on est les plus nombreux. On est les plus nombreux. C'est pas il faut, il y a qu'un, mais on est les plus nombreux, on a les moyens. Là maintenant, le rôle de nos organisations, c'est de travailler à l'unification de toutes les luttes et à donner des repères et l'envie à tous ceux qui sont là, un peu en attente, un peu abattus, parce que, effectivement, celui qui s'est pris un plan social, celui qui a vu la moitié de son entreprise être licencié, et peut-être tendance à se dire, bon, sauf qu'à un moment donné, on y passe tous. Soit on y va, on se met en conquête. C'est le rôle de la CGT, ça. On n'est pas dans l'invention, on n'est pas dans le dévoiement, c'est le rôle de la CGT. L'objectif, c'est d'être utile pour le monde du travail, sur des bases claires. Alors, c'est peut-être un débat un peu d'initié, mais sur des bases claires, c'est la double besogne. Être utile et efficace au quotidien et être clairement sur une visée transformatrice. Parce que sinon, c'est un mouvement perpétuel. On crie, on manifeste, on grève un peu, on morfle et on repart dans... Il faut changer ce système-là. Il n'y a personne d'autre qui est mieux en situation, je pense, que nous. Pas les 5 là qui sont autour de la table, mais que le monde du travail pour construire des solutions clairement émancipatrices. Et là, il n'y a plus à réfléchir. Et encore une fois, il ne s'agit ni d'activisme ni de quoi que ce soit, mais bien de tracer un processus clair. Et, après, j'arrête parce que je suis long, mais moi, de toutes les professions qui sont là, il n'y en a pas une qui n'est pas menacée dans mon département. Et il y en a encore plein d'autres de professions. On voit dans les collectivités, y compris les grosses collectivités, comment les personnels territoriaux sont traités. Les moyens qui manquent aux collectivités, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas filer du CICE toutes les années, des allègements, voire des suppressions de cotisations, et mettre ce qu'il faut dans les collectivités locales. Il y en a des maires réactionnaires qui nous disent « je peux pas, j'ai pas l'argent ». Oui, c'est vrai. Et il va y en avoir encore un peu moins, parce qu'il me semble qu'il y a une réforme de la fiscalité locale qui va encore aggraver la situation pour les collectivités. Tout ça, c'est du service public en moins pour les usagers, mais c'est de la maltraitance pour ceux qui sont pour ceux qui restent là, à devoir rendre un service public de plus en plus dégradé. Et on a la SAD. Je fais la transition du service public parce que, qu'on le veuille ou non, ça mériterait d'avoir une vraie réflexion sur les services publics de la distribution de la presse, sur le droit à l'information. Enfin,
Je ne parlerai jamais mieux que vous, hein, dans le studio de la FILPAC, mais bon, on assiste à quelque chose qui est absolument injuste, injustifiable et dramatique, non seulement pour ceux qui perdent leur poste, je pense à tous ces salariés-là de Prestalis, tous ceux qui vont perdre leur poste dans l'ensemble de la filière, parce que c'est le premier maillon d'une chaîne qui veut le démanteler complètement, mais qu'on se rappelle quand même que c'est en quelque sorte un acquis de la résistance et du rôle que les travailleurs et nos organisations ils ont joué contre le gouvernement nazi pendant que le grand patronat collaborait. Permettre à ce que l'information elle arrive dans chaque foyer dans le pays au même prix, par la péréquation. Ça, c'est effectivement c'est un bout de socialisme, comme ils disent, qui leur est insupportable au patronat. Ils ont besoin de le casser. Sauf qu'on a un gouvernement qui s'apprête à préparer les prochaines échéances électorales avec tout un pan de l'information dans ce pays qui sera inaccessible pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des abonnements électroniques. Voilà, ça commence à ressembler. Quand je dis dictature, on me dit que j'exagère, mais ça commence à ressembler à quelque chose qui s'éloigne de ce qu'on peut avoir dans un pays démocratique. Voilà, bon. Des raisons de lutter, il y en a pour tout le monde, mais y compris on a aussi besoin de s'appuyer sur quelques luttes qui ont porté leurs fruits. Hein. Rappelons-nous les premières annonces de plans sociaux, je pense à Rejoint Maubeuge, bon, ils n'étaient pas forcément habitués à des réactions, tout le monde l'a dit, manif historique, ici et là. De manière assez certaine, on peut dire que là où ils se mobilisent les travailleurs, là où on crée les conditions, y compris de convergence, on obtient des résultats. Là maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à la démultiplier, puisqu'on est en plein Tour de France, et faire en sorte que ce soit un mouvement global, un mouvement de masse, pour qu'on aille chercher la victoire totale. Parce qu'en face, on n'a pas des gens qui, au plus ils parlent de dialogue social, au moins ils entendent. Et au moins ils ont envie d'écouter les travailleurs, leurs représentants. Donc il faut leur imposer d'autres choses. Donc les étapes. C'est la première étape demain à Aix-en-Provence. Le 15 à Marignane. Le 22 dans le golfe de Fos. Le 29, manifestation départementale. Là je parle pour le processus dans les Bouches du Rhône, avec départ de la caravane, qui arrivera le 2 octobre dans le Vaucluse. On est en discussion avec notre département de PACA pour une étape de 5. C'est nouveau pour tout le monde. Pour le coup, on tâtonne tous. Mais on va y arriver. On va arriver jusqu'à Paris et on y arrivera nombreux. Le 6, ça devrait être dans la région, dans le Rhône. Oui. Le 13, dans le centre. Bourges, il me semble, le 15 Orléans. Oui, il se prépare des choses aussi dans le sud-ouest. Il y a un certain nombre d'étapes, 3 je crois, ou 4, en construction dans le nord. Entre Lille et Paris, oui, bien sûr. Oui. Voilà, et puis petit à petit, il y a des organisations qui découvrent la démarche, qui nous appellent, des unions locales. Ça se construit. Après, l'idée, c'est pas de faire un tour de France de représentants. Mais bien que les travailleurs ils puissent discuter entre eux, qu'ils voient que la CGT elle est là, l'offensive, qu'elle propose des solutions, pour que, à partir de là, on a besoin de dates européennes. Pour donner, mais l'idée c'est bien de lancer un processus de la contre-attaque des travailleurs. L'objectif c'est celui-là. Mais on va y arriver. Ça, on n'en doute pas. Et je pense que oui, la démarche est de redonner aussi confiance dans l'action collective, dans la convergence, ce qui a été dit, et de faire en sorte, et dans les services publics, tu en parlais tout à l'heure, avant le début de cette émission, on est aussi confronté à un moment donné, dans le cadre de cette crise, à parfois une certaine fébrilité des salariés, et il y a besoin effectivement d'avoir un processus qui redonne confiance et qui permette de faire converger public-privé sur ce qu'a expliqué Olivier, sur les intérêts des travailleurs, parce que qu'on soit du public ou des privés, on a le même intérêt essentiel. Donc l'approche de ta fédération aussi, c'est... Ce qu'on a remarqué très rapidement dès les premiers jours des confinements, dans la fédération des services publics, on a énormément de ceux qu'on a appelés les premiers de corvée. Alors je vais parler des aides à domicile, des éboueurs, des égoutiers, des ATSEM, des auxiliaires de puéricultrices qui devaient garder les enfants de soignants.
qui ont été tout de suite au travail. Enfin, il n'y a jamais eu d'interruption, sans protection. Pour beaucoup d'agents territoriaux, ils avaient des patrons pour qui le virus s'était arrêté à la frontière de la commune. Enfin bref, des agents, des travailleurs qui ont été totalement laissés à l'abandon et qui petit à petit, pendant toutes ces semaines de confinement, ont eu la colère qui leur est un peu montée, c'est un peu normal, hein, très mal payés, dévalorisés, sans arrêt maltraités, et qui là ont vraiment eu un besoin d'exprimer énormément de choses, et c'est ce qui s'est notamment passé avec la première journée d'action portée par la santé, mais qui a été très vite interprofessionnalisée le 16 juin. Et on a vu énormément de territoriaux dans la rue le 16 juin. Alors petit à petit, ça s'est bien entendu délité. Le Ségur de la santé a participé aussi à ça, en faisant croire qu'on donne de l'argent, avec des signatures d'organisations, c'est comme ça. Mais cette colère, elle s'est pas tue. Et ce qu'on voit un petit peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par différentes communications, c'est qu'il y a des colères qui s'organisent, mais pas forcément autour de la CGT. Or, la CGT, c'est bien l'unité des travailleurs, l'unité des salariés, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Et donc là, on a vraiment besoin, nous, de proposer des démarches innovantes, puisque les salariés ne viennent pas forcément à nous, voir ce qu'on peut proposer pour aller voir les salariés. Et cette idée de marche de l'emploi, de marche pour l'emploi, elle peut être une façon pour que des salariés qui ne sont pas forcément, pour qui les syndicats, enfin on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, il ne faut pas se voiler la face, on a quand même une image institutionnelle qui peut faire peur ou être au contraire repoussoir, et ça fait partie des démarches innovantes. Donc à la Fédération des services publics, on a eu un débat sur les difficultés à préparer le 17 en disant qu'il y avait, on sentait bien que tous les syndicats n'avaient pas forcément déconfiné leur activité. Et on a pris la décision de vraiment se raccrocher à tout ce qui pouvait être organisé de positif au niveau des unions départementales, au niveau de ce qui se passait localement, pour vraiment faire émerger des luttes et, comme l'a déployé Olivier, faire converger un maximum de luttes. Sur l'emploi, et notamment les suppressions d'emplois qu'il y a actuellement, on a débattu aussi là-dessus et je voudrais vraiment insister. Il y a aujourd'hui des centaines d'emplois qui sont supprimés et qui vont être supprimés dans les mois à venir. Moi, je voudrais insister auprès de mes collègues fonctionnaires, les emplois supprimés dans le secteur industriel aujourd'hui, c'est des emplois supprimés dans la fonction publique demain. Voilà, tout est lié. Ça vient toujours après, mais ça va être ça. Donc ça veut dire moins de fonctions publiques pour les usagers, hein. Olivier l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi moins d'emplois publics pour nous fonctionnaires. Et il ne faut pas oublier qu'on a une petite loi là, qui est passée il y a 2 ans à peine, qui permet le licenciement des fonctionnaires. Voilà, l'emploi à vie dans la fonction publique, c'est fini. Donc il faut bien mesurer que demain, s'il n'y a plus les moyens de fonctionner dans les collectivités, à l'État ou dans la fonction publique hospitalière, les postes seront supprimés. Et donc c'est plus de service à l'usager, sauf si on sort une carte bleue. Donc voilà, quand on fait le lien avec toutes ces problématiques et tous les plans qu'ont le gouvernement avec les patrons du CAC 40 et les membres du MEDEF, si on n'a pas une réponse d'ampleur, et c'est bien la responsabilité de toute la CGT là-dedans, à ce moment-là, la situation va continuer à se dégrader. Donc c'est bien en ce sens que la Fédération des services publics s'engage dans toutes les démarches qui peuvent être innovantes dans l'interpro et partout dans les départements pour pouvoir enfin procéder à cette unité des salariés. Bien, Amar fait du commerce aussi fortement touché. Hein. On voit bien le lien aussi industrie, service public, service privé, service public. Fortement touché, fortement impacté, mais aussi qui, avec Amazon, a fait la une, je dirais, de la période Covid. Donc il y a la Fédération du commerce et des services est inscrite dans cette démarche. Je pense que c'est pour les mêmes motifs et mêmes raisons, mais tu peux peut-être nous en dire plus aussi sur le diagnostic qui a été fait dans la Fédé et pourquoi aussi s'inscrire dans cette démarche-là. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit les camarades parce qu'on partage tous le même constat et l'analyse. Cela étant, on doit, les camarades l'ont rappelé, innover. Innover, on doit redonner de l'espoir. Aujourd'hui,
je pense que la peur doit changer de camp. Le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos secteurs, on l'a appelé un désastre social. Pendant la crise du Covid, les salariés de nos secteurs ne sont jamais arrêtés, au contraire. Moi, je les appellerai pas les premiers de corvée, voire les derniers de corvée. Ce sont des travailleurs qui ont tenu ce pays pour qu'ils puissent rester debout. Je rappelle les chasseurs de sécurité, j'ai pensé à 17 camarades, on a recensé plus de 17 salariés décédés. C'est des salariés qui n'avaient aucune protection. Je pense aux salariés de la grande distribution, qui ont payé le prix fort aussi. Je pense à la camarade qui nous a quittés, Richard, de Carrefour Stein. Voilà, il y a pas mal de salariés qui ont payé le prix fort parce que voilà, ils étaient précaires, ils n'avaient pas de protection. Au moment où nous on avait porté plainte, je rappelle, il y a 2 plaintes contre la ministre du Travail, Pinico à l'époque, et contre le PDG de Carrefour, contre l'entreprise Carrefour, parce qu'ils n'avaient pas protégé leurs salariés. Cela étant, aujourd'hui les plans sociaux se multiplient. Mais c'est simple, c'est 3/4 de ces plans sociaux se servent de la crise. Et se servent aussi, ils sont plus faciles aujourd'hui parce que le gouvernement a facilité cela. Je vais donner un exemple. Le groupe Aligna, une filiale du groupe Muliez, je vais revenir sur Auchan parce qu'on a à un moment rentré dans le studio de la FIPAC, on a appris qu'Auchan vient d'annoncer 1600 emplois supprimés. Aligna, tout simplement, a décidé de fermer, tout simplement, avec l'article 5 des ordonnances Macron pendant la crise. Pour sauver l'économie, une entreprise peut effacer ses dettes, ce qu'a fait Aligna en fin de compte. Aligna, une filiale du groupe Muliez, qui se porte très très bien, c'est une fortune française, a décidé d'arriver au tribunal. Le tribunal a décidé d'effacer les dettes. Et c'est le même PDG qui reprend l'affaire, mais sans salarié. Mais ces dettes-là, qui va les payer? Et ce sont les contribuables. Au détriment de services publics. On l'a toujours dit, on fait le lien avec les services publics aujourd'hui. Toutes les aides qui ont été données à ces grands groupes, je prends le groupe Auchan, qui annonce aujourd'hui encore un plan social. Les 5 dernières années, Auchan a reversé des dividendes à des actionnaires, plus de 2 milliards. Auchan a reçu plus de 500 millions de CICE. Ça, je parle que de Auchan, alors je peux parler de Carrefour, je peux parler ainsi de suite. Voilà. Je pense que la démarche qu'on a aujourd'hui, on a intérêt d'être tous ensemble. Dans le commerce, on est éclaté dans tous les territoires. Hein. Il y a des centres commerciaux, il y a pas mal de choses. Et aujourd'hui, tous ces grands groupes vont vers le moins-disant, au détriment des travailleurs. On a besoin de cette riposte. Nous, on a une autre assemblée générale de rentrée, là, il y a quelques jours, où tout le monde a bien compris que, voilà, effectivement, il y a la date du 17 septembre. Nos organisations participeront et feront tout pour que ce soit une réussite, mais il faut qu'on donne des perspectives aux travailleurs. On ne peut pas juste se contenter d'une date pour une date, mais on doit avoir un projet, de rediscuter sur la répartition des richesses, expliquer que le CICE est une mascarade, même s'ils ont changé l'intitulé, mais le résultat reste le même, rien contrepartie. Et quand on voit que le gouvernement annonce le fameux plan de relance, sans aucune contrepartie, c'est pareil, on va reproduire les mêmes erreurs. Et les personnes qui vont payer, encore une fois, sont encore les travailleurs de ce pays. Nous, on préfère que l'argent qui est donné à ces grands groupes, qui financent juste tout simplement les dividendes, qui donnent de l'argent aux actionnaires, on préfère que cet argent aille au service public, aille pour avoir des services publics de qualité. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on mette 5 heures, 6 heures dans un hôpital. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on a bien vu cette crise. J'ai eu le malheur de tomber malade il y a quelques temps. J'étais dans un brancard, il n'y avait pas de roue. On est resté pendant 4 heures juste pour avoir un médecin. On est en France, je parle de l'Île-de-France, c'est scandaleux. On a besoin que nos services publics, voilà, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et on estime que cet argent aujourd'hui ne peut pas valer que dans les grandes poches ces patrons. Et en plus, nous on estime qu'aujourd'hui, on a bien vu, les salariés de nos secteurs ont été un peu les dindons de la farce, parce que la fameuse prime de 1000 €, même si nous on estime qu'il faut augmenter les salaires en urgence, peu de salariés ont touché cette prime. Peu de salariés ont pu bénéficier de cette prime. Tout simplement parce qu'il y avait des critères. Alors, il y a des entreprises, je leur fais pas de pub, ils ont préféré plus donner des chèques restaurants à leurs salariés que donner la fameuse prime. Voilà, on est face aux annonces pour se faire plaisir. Il y a un secteur qui va se mobiliser, nous, on s'inscrit dans le processus parce qu'on estime qu'on a besoin aujourd'hui. On ne peut pas rester à l'écart parce qu'on perd seul, et de perdre seul, c'est pas possible. On a besoin de s'unir, de réfléchir à une stratégie. Voilà, alors on peut nous en dire, parce que des fois il y a des journalistes qui me disent mais on ne comprend pas pourquoi vous parlez de l'État, vous mettez l'État en demeure. C'est l'État qui donne de l'argent aux grands groupes.
Si l'État ne donnait pas de l'argent au grand groupe, on ne parlerait pas de l'État. Voilà. Alors, on a aujourd'hui le MEDEF, le patronat de nos secteurs. Je pense c'est un des groupes les plus assistés de ce pays. Voilà. Le patronat aujourd'hui de notre pays est plus assisté qu'un salarié. On a toujours tendance à regarder le plus précaire. Voilà. C'est pour ça que nous, on s'est inscrit dans cette démarche. On va y participer, on va tout faire pour que ce soit une réussite. Mais il y a la date du 17 septembre. Déjà, il faut qu'on réussisse tous le 17 septembre pour donner des perspectives. Il faut redonner confiance aux travailleurs. C'est l'objectif. Si on ne redonne pas confiance aux travailleurs, si on ne redonne pas espoir, on va perdre. Mais on va tous perdre. On va tous perdre. Et en face, le camp d'en face, il aura gagné. Il est hors de question. Tout à l'heure, on lui disait, Olive, c'est pas regarder l'histoire. Mais on pense à nos enfants. On va laisser quoi à nos enfants demain? On va rien le laisser. Ils sont en train de détruire la sécurité sociale. Alors moi je reviens sur le système de la sécurité sociale parce que aujourd'hui dans la grande distribution, vous avez bien compris que toutes les caisses automatiques, et je passe un message à toutes les personnes qui rentrent dans les centres commerciaux, vous n'allez pas aux caisses automatiques. Ces fameuses caisses automatiques ne financent pas la protection sociale. En fin de compte, c'est de l'argent direct dans la poche du patronat. Une caisse automatique, quand vous faites vos achats, c'est-à-dire vous créez de la précarité, parce que vous enlevez un emploi, le produit reste le même, c'est-à-dire vous le payez identique, vous faites le métier, vous êtes en fin de compte un salarié gratuit pendant une période parce que vous faites vous-même vos achats. Et l'argent, la rentabilité du produit va directement dans la poche de l'actionnaire. C'est pour ça que nous on estime que ces caisses automatiques, on doit il est hors de question, les gens doivent aller dans ces caisses automatiques, à condition si ces caisses automatiques existent, il y en a qui existent, on doit les taxer. Mais taxer pourquoi? L'argent, les bénéfices doivent aller dans la protection sociale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que tous les grands groupes, je prends Casino, je prends Carrefour, Auchan, ont décidé d'élargir des zones commerciales avec plus de caisses automatiques. Tout simplement parce que vous avez moins de salariés. De fait, une caisse automatique ne contribue pas au financement de la protection sociale. Vous savez, tout est lié. Il ne peut pas avoir un secteur à l'écart d'un autre. On l'a bien vu pendant la crise. S'il n'y avait pas la logistique, il n'y aurait pas de restauration. S'il n'y a pas de restauration, il n'y aura pas de personnel. Tout ce système est lié. Et nous, on pense que c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir ensemble à de nouvelles perspectives. Il est hors de question que chacun parte de son côté. Là, on a vu, ça n'a pas apporté ses fruits. Ça n'a pas apporté ses fruits. Même si on a une victoire, parce que moi, je fais partie aussi des gens qui disent sur la réforme des retraites, s'il n'y aurait pas la CGT, la mobilisation de la CGT, la réforme s'est déjà passée. Voilà, il faut se féliciter, il y a des perspectives. C'est grâce à la mobilisation qu'on peut obtenir des résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, de réfléchir à une nouvelle stratégie pour les travailleurs et surtout de donner espoir aux travailleurs, ce qui nous permettra, j'espère, d'être très très nombreux le 17 à Paris. Bien, Patrick, on va pas terminer par toi, mais quand même, quoi, parce qu'on a près une demi-heure d'émission, donc c'est... Je vais essayer d'être moins long que mes camarades. Nous, on s'inscrit dans la démarche, parce que c'est une démarche innovante, c'est pas une démarche anti-CGT, c'est une démarche CGT qui est de réunir un maximum de travailleurs. Réunir et informer un maximum de travailleurs. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de travailleurs n'ont pas l'information. Aujourd'hui, si on regarde, c'est vrai qu'on est plutôt dans la presse, les patrons de presse sont tous des multimillionnaires qui sont au service du patronat et du gouvernement actuel. Donc s'il n'y a pas un contre-pouvoir, une contre-information qui peut être donnée par nous, par notre organisation, par nos fédérations, on se retrouve avec la Pravda de Macron. C'est pas gentil ce que je viens de dire, mais... Pour la Pravda, c'est pas gentil. La Pravda, c'est pas gentil. Non, mais c'est un peu ça la réalité de la presse aujourd'hui, si on regarde. Donc je crois qu'effectivement, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de se mobiliser ensemble, on a besoin de rencontrer un maximum de travailleurs, et comme on disait tout à l'heure, on est tous interdépendants les uns des autres. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas d'hôpitaux, s'il n'y a pas de poste, s'il n'y a pas de route, on est tous interdépendants. On ne peut pas travailler les uns en dehors des autres. Donc on a besoin de se coordonner, de travailler ensemble et d'avancer ensemble pour amener des revendications et pour expliquer aux travailleurs qu'il y a d'autres solutions que la solution que nous propose aujourd'hui le patronat et Macron. 100 milliards donnés aux patrons. Il y a 9 mois, on nous disait qu'il n'y avait pas de thunes pour payer les retraites. Il y a 9 mois, on disait qu'il fallait réformer les retraites parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer les retraites. Il y a 9 mois, on disait qu'il n'y avait pas d'argent pour payer les services publics. Aujourd'hui, on a trouvé 100 milliards pour donner aux employeurs. Voilà. Pour soi-disant relancer l'économie. Ce qui est, à mon avis, beaucoup moins sûr que ce qu'ils annoncent. Mais bon, ça, c'est mon point de vue
que je pense qui est partagée. Voilà la réalité des choses. On a la même chose dans nos industries. Nos industries ont travaillé pendant toute la période du Covid, que ça soit la presse, les industries papetières, l'emballage ont travaillé à 100%, et aujourd'hui on voit que les patrons profitent de la manne et de la situation pour faire des plans sociaux. On a le problème des SAD qui sont arrivés avec la mise en liquidation, avec arrêt du travail dans les SAD, donc il n'y a plus de presse dans un certain nombre de départements et de grandes régions, et on est dans cette situation-là, et personne ne dit rien, personne ne bouge, on n'en entend pas parler. C'est l'objectif de la marche, c'est d'amener les travailleurs, de leur expliquer la situation et d'avoir un débat contradictoire avec eux pour leur expliquer quelle est notre vision des choses par rapport à ce qu'ils entendent sur BFM TV. C'est ça je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus. On ne peut pas rester dans une situation à écouter uniquement les médias, et il faut qu'on ait une vraie démarche revendicative, une vraie démarche politique. Je parle de politique syndicale, je ne parle pas de politique politicienne, une démarche politique CGT. Aujourd'hui, la manif du 17, on va appeler, on va l'amener, on va amener nos camarades à y aller, mais il faut qu'on ait derrière d'autres choses qui continuent. On ne peut pas, comme disait tout à l'heure, avoir des trucs saute-mouton. Hein? Aujourd'hui ça, demain cela, et ainsi de suite. Il faut qu'on ait une vraie démarche qui amène les travailleurs à avoir une vraie conscience de ce qui les attend demain. Nous, on le voit aujourd'hui, mais les jeunes aujourd'hui, quel avenir ils ont? Qu'est-ce que propose le gouvernement pour les jeunes? À part des formations youplala, voire l'apprentissage, et on verra après-demain. C'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que nous, la FILPAC, de mon point de vue, on s'engage dans cette démarche, et on va travailler à avancer avec vous, à mobiliser et à continuer à travailler. Alors si on a créé, si nos camarades de la presse ont mis en place aujourd'hui le FILPAC Tour, dans le cadre d'une grande négociation qu'il doit y avoir au niveau de la presse en région, c'est aussi pour mobiliser les travailleurs dans de nos professions qui sont la presse en région, pour avancer tous ensemble, pour avoir des meilleures conditions de travail, la reconnaissance de la pénibilité, et pour avancer, pour que tout le monde puisse avoir une meilleure vie et contrer de ce que propose le gouvernement aujourd'hui. Bien, à moins que l'une ou l'un d'entre vous veuille ajouter, mais on a compris la démarche qui est celle de nos organisations, qui n'est pas contre une autre démarche, mais qui s'inscrit dans un prolongement, qui tente de faire converger et qui va faire converger sans aucun doute l'ensemble des salariés qui sont en lutte, ceux qui sont amenés à l'être aussi, avec tout ce que nous prépare le patronat et le gouvernement. Et donc, on appelle tous et toutes à se joindre massivement avec les dates qui ont été données par Olivier tout à l'heure, mais je pense que ça serait nécessaire, peut-être à la fin de la retranscription de cette émission, d'avoir un calendrier avec quelques dates, même si c'est à titre indicatif, et des rendez-vous qui puissent être actualisés régulièrement pour que tous, dans les territoires, dans les professions, on puisse s'inscrire effectivement dans cette démarche qui va se prolonger le 17 octobre avec un point qui n'est pas un point final, mais qui est un point de rassemblement. Et on a bien compris, c'est une démarche au long cours, un processus revendicatif. Peut-être vous voulez conclure ou... Tu as conclusion. En plus, tu le rappelles, hein, c'est pas une démarche contre notre démarche. On est tous alors dans la CGT pour l'intérêt des travailleurs. Voilà, le but, c'est on peut pas. Aujourd'hui, on a une responsabilité. La situation est très grave. On peut pas se permettre de rentrer dans des fausses polémiques, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est tous responsables pour porter de nouveaux espoirs aux travailleurs. C'est ça le but de cette démarche. Voilà. T'as conclu, Amar. Merci. Ce studio vous est ouvert autant que vous voulez pour faire participer. Contre, et puis, merci à la FILPAC de nous avoir accueillis dans des très très beaux studios. Moi, j'étais à côté, je ne savais pas que ça existait. Moi, j'avais toutes les organisations à l'utiliser. C'est bravo à vous. Merci. Merci à vous.